Parfait. Bien, merci beaucoup. Je suis contente d'être avec vous autres aujourd'hui pour la présentation. Donc, je tiens à commencer la conférence par un avertissement. En fait, notre objectif dans cette conférence-ci est vraiment de discuter des bonnes pratiques qui ont le potentiel de réduire l'empreinte écologique du maïs en silage et non pas de faire la promotion du maïs en silage. La présentation, comme Olivier l'a dit, on l'a fait à trois. Moi, le mandat qu'on m'a donné, c'est d'expliquer un petit peu pourquoi les gens ont tendance à utiliser le maïs en silage, puis son impact économique et environnemental à l'échelle de la ferme. Puis je l'ai développé avec Simon Bingeli, là, qui m'a aidé au niveau de la modélisation. Par la suite, on a Stéphanie qui va venir parler des bonnes pratiques au champ. Puis Stéphane, qui est un producteur qui utilise plusieurs de ces bonnes pratiques-là, qui va venir expliquer comment ça se passe sur sa ferme. Donc, pourquoi le maïs en silage sur les fermes laitières? Ici, moi, je suis laitière, donc je vais m'attarder beaucoup au niveau de la ferme laitière, mais c'est vrai aussi pour d'autres productions animales. En fait, au niveau de l'étable, il faut savoir que l'ensilage de maïs a une belle adéquation avec l'ensilage de légumineuses. Souvent, lorsqu'on a beaucoup de plantes pérennes dans notre ration, c'est difficile de bien utiliser la protéine qui est très dégradable de ces plantes-là. C'est qu'en ajoutant l'ensilage de maïs, bien, ça nous permet d'aller mieux utiliser cette protéine-là, de diminuer les rejets azotés des vaches, puis par le fait même de diminuer le potentiel de perte d'azote sous forme d'ammoniac et de protoxyde d'azote. L'ammoniac étant entre autres responsable des pluies acides, puis le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre avec un très fort pouvoir réchauffant. J'ai encore de la misère avec mon pointeur. Bon. Donc, si on vient au niveau des champs, oups, celle d'avant. OK. Si on vient au niveau des champs, l'ensilage de maïs amène aussi une certaine sécurité au niveau de la récolte. En fait, avec les hybrides à deux fins, bien, on est certain d'être capable de remplir notre silo d'ensilage de maïs, peu importe les conditions du climat sur la ferme pendant cet été-là, puis de changer finalement la proportion de maïs-grain qui va être utilisé, récolté au champ. Aussi, il y a l'avantage d'un seul chantier de récolte. C'est sûr que c'est un avantage vu que ça facilite les manœuvres sur la ferme pendant l'été, mais ça peut aussi devenir un inconvénient puisque si pour une raison X, il y a une problématique lors de la mise en silo, bien, il y a un plus grand danger là, au niveau d'avoir un fourrage de moins bonne qualité à servir pour toute l'année. Finalement, bien, il y a au niveau des allocations des superficies, on sait que le maïs en silage a quand même un rendement assez élevé. C'est que dans les régions où l'achat de terre est plus difficile, plus dispendieuse, bien, ça permet de réduire un peu les superficies nécessaires pour alimenter le troupeau. Puis aussi, bien, dans certaines régions, ça donne vraiment l'opportunité d'avoir une vente de récolte accrue. Donc, mon mandat qu'on m'a donné, c'était un peu de la ramener à l'échelle de la ferme laitière. Pour ce faire, on a utilisé de la modélisation. Je ne veux pas rentrer dans le détail de la méthodologie, mais en gros, ce qu'il faut comprendre quand on fait notre modélisation avec le modèle qu'on utilise, c'est Encycle, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la ferme laitière dans son ensemble, donc comme une seule unité de décision pour le producteur. Puis, on a les champs et le troupeau qui interagissent ensemble, entre autres par l'allocation du fumier, puis les aliments qui sont produits au champ qui servent à nourrir le troupeau. Dans le cas ici, l'optimisation se fait vraiment au niveau de la formulation des rations, du choix des rotations, puis de l'allocation du fumier. Puis pour vous donner une idée, là, les rotations choisies peuvent servir, bien sûr, à produire les aliments pour le troupeau, mais aussi à faire de la vente de culture. Dans le cas des simulations qu'on a faites cette fois-ci, on l'a fait bien sûr pour maximiser le revenu de la ferme en utilisant des rotations soit de plus de type grande culture, maïs, soya, qui pouvaient aussi être du maïs-grain ou du maïs en silage. Puis, on avait des rotations avec des plantes pérennes, 3 à 4 années de plantes pérennes qui étaient précédées soit de maïs en silage ou de céréales à paille. Donc, si on vient au niveau des résultats, je vais prendre le temps d'expliquer un petit peu ce que vous avez à la diapo ici. En fait, je vous présente les résultats pour la Montérégie, mais on a fait des simulations pour la Montérégie et le Bas-Saint-Laurent.
Les grandes tendances, les grandes conclusions se ressemblaient beaucoup. C'est que pour une question de temps, je vous présente seulement la Montérégie aujourd'hui. C'est une ferme type qu'on a montée avec 71 vaches et 95 hectares. Puis, dans nos simulations, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé soit 0 d'ensilage de maïs ou des tranches d'augmentation de 10 d'ensilage de maïs dans la ration des vaches pour atteindre jusqu'à 60 À 60 d'ensilage de maïs, on s'entend dans une ration de vaches en lactation. Il ne reste plus beaucoup de place pour d'autres types de fourrage. Donc, on est vraiment aux extrêmes dans nos deux extrêmes, justement. Qu'est-ce que ça représente au champ d'avoir autant cette variation d'ensilage de maïs-là dans nos rations? Bien, on avait entre 0 des superficies en maïs ensilage et 27 des superficies en maïs ensilage. Ou si on regarde dans l'autre sens, au niveau des plantes pérennes, bien, on avait de 92 des superficies en plantes pérennes, plantes fourragères pérennes. Puis avec l'ajout d'ensilage de maïs dans la ration, bien, ça diminuait jusqu'à 13 Donc, si on regarde au tableau en ce moment, bien, ce qu'on voit, c'est l'impact de cette modification-là dans l'ensilage de maïs sur le bénéfice net des fermes. Donc, on est en dollars par 100 kg de lait corrigé pour le gras et la protéine. Ça représente grosso modo des dollars par hectolitre. Ce qu'on voit ici, c'est que l'ajout d'ensilage de maïs à l'échelle d'une ferme laitière, bien, a un impact quand même assez important sur le bénéfice net. Donc, dans les rations des vaches laitières, de monter de 0 à 30 à 40 bien, on voit que c'est une montée quand même assez importante. Puis après ça, il y a quand même un petit peu de gain à faire, mais c'est plus marginal. D'ailleurs, on a fait une analyse au point critique, donc de voir jusqu'à quel point c'était intéressant d'augmenter la proportion d'ensilage de maïs dans les rations. Puis ce qu'on voyait, c'est que la zone de notre point critique, c'était environ 30 à 40 Donc, ce que ça veut dire, c'est que jusqu'à 30 à 40 d'inclusion d'ensilage de maïs dans la ration, bien, on avait vraiment des gains quand même assez importants à faire au niveau du bénéfice net des entreprises. Par contre, dépasser le 40 bien, ça devenait plus marginal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gains à faire, mais ils sont plus incertains. Puis on garde en tête qu'un modèle comme ça, il y a une certaine marge d'erreur. Donc, on ne peut pas être sûr de nécessairement avoir ces gains-là. Tandis que de 30 à aller jusqu'à 30 à 40 bien, on peut s'attendre à une augmentation du bénéfice net. Si on continue maintenant plus au niveau environnemental, on a fait, notre modèle nous permet de faire une analyse de la production de gaz à effet de serre, mais par cycle de vie. Donc, on considère aussi le coût en gaz à effet de serre des intrants qu'on apporte sur la ferme. Ici, la première diapo, je vous le présente en équivalent CO2, kilo d'équivalent CO2 par kilo de lait corrigé pour le gras et la protéine. Donc, c'est vraiment, si je le ramène par produit de lait, qu'est-ce que ça représente. Puis, on a utilisé la méthode de la Fédération internationale des laiteries pour répartir finalement nos gaz à effet de serre entre notre produit qui est le lait, notre produit qui est la viande et notre produit qui est la récolte sur notre ferme laitière. C'est que ce qu'on peut voir sur le graphique, en bleu pâle, c'est les gaz à effet de serre attribués au lait. Puis, on voit, bon, c'est quand même léger, mais on voit quand même qu'il y a une diminution des gaz à effet de serre jusqu'à une inclusion d'environ 30 de maïs ensilage dans la ration. Par contre, on voit que par la suite, il y a une augmentation qui recommence au niveau de l'attribution au lait. La grosse chose qu'on peut voir, c'est qu'au global, la ferme par kilo de lait a une augmentation de la production de gaz à effet de serre, mais qui vient principalement d'une augmentation des gaz à effet de serre qui sont attribués à la vente de récolte. Je sais que plusieurs d'entre vous sont probablement plus intéressés par la production de gaz à effet de serre par hectare, c'est qu'on l'a présenté. Ici, sur notre échelle, c'est plutôt les types de gaz à effet de serre, donc le méthane en brun foncé, le protoxyde d'azote en brun un petit peu plus pâle, puis après ça, on a le CO2 associé à l'achat d'aliments sur la ferme. Puis le CO2 autre, ça représente par exemple l'achat des fertilisants, les libérations de CO2 lorsqu'on va au champ avec notre machinerie. On se souvient, là, le méthane et le protoxyde d'azote ont des pouvoirs réchauffants beaucoup plus élevés que le CO2, mais on l'a tout ramené sur une base de CO2 dans le graphique qui est présenté actuellement.
Dans le fond, ce qu'on peut voir ici, c'est que le méthane, qui est beaucoup associé au troupeau, reste relativement stable dans nos évaluations par hectare. Puis, une fois de plus, où on voit l'augmentation des gaz à effet de serre à mesure qu'on augmente notre proportion de maïs ensilage dans la ration, c'est vraiment au niveau des cultures où on a une augmentation du protoxyde d'azote puis du CO2 haute, donc l'importation d'azote pour les fertilisants, entre autres, qui prend de plus en plus de place. Donc, c'est vraiment au niveau des cultures que l'augmentation se fait voir. Par contre, il faut garder en tête que si je vends plus de culture, bien, le lait ne devient plus ma seule production d'importance sur la ferme. C'est que c'est important aussi de regarder au niveau de la productivité globale de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe. Puis ici, ce qu'on voit, c'est les émissions de gaz à effet de serre par kilo de protéines vendues. Donc, on le ramène tout sur une base de protéines, que ce soit le lait ou les cultures. Puis, ce qu'on peut voir ici, c'est une fois de plus, c'est que la production de gaz à effet de serre diminue quand même de manière importante lorsqu'on rajoute de l'ensilage de maïs dans les rations des vaches, jusqu'à une proportion d'environ 30 à 40 dans la ration. Puis après ça, c'est une diminution beaucoup plus marginale, beaucoup moins importante. C'est qu'en gros, ce qu'on peut voir avec les résultats de bénéfices nets, puis avec les résultats de gaz à effet de serre, c'est qu'une certaine inclusion d'ensilage de maïs dans la ration est quand même bénéfique autant d'un point de vue économique qu'au niveau de la production de gaz à effet de serre. Puis d'aller plus loin, d'en mettre beaucoup dans la ration, bien là, ça devient beaucoup plus marginal. C'est qu'on pourrait dire que le point à viser est probablement un 30 à 40 d'inclusion d'ensilage de maïs dans la ration des vaches pour obtenir les bénéfices sans aller du côté négatif où on risque d'avoir une production de gaz à effet de serre plus élevée sur les fermes. Donc, juste pour vous donner une idée, on est dans le colloque plantes fourragères, ça vaut la peine de discuter d'un peu comment les plantes fourragères ont été considérées. En fait, notre modèle, c'est un modèle qui considère les rotations pour les cultures. Donc, on a considéré que lorsqu'il y avait des plantes pérennes, on réduisait les besoins d'azote pour la plante annuelle qui suit. Donc, si on a du maïs, on réduisait l'azote associé au maïs. On a aussi considéré l'effet rotation au niveau du rendement. Ici, on a choisi un chiffre de 5 %. Ça vient beaucoup d'études américaines qu'on s'est validées avec Anne Vanasse ici au Québec pour s'assurer d'être dans un bon range qu'on pourrait s'attendre. Mais c'est certain que ça serait le fun à un moment donné d'avoir un vrai chiffre là, plus québécois. Qu'on a considéré lorsqu'on avait des plantes pérennes dans nos rotations. Par contre, il y a certaines limites dans notre analyse. On fait l'analyse de cycle de vie, mais on ne considère pas complètement le cycle du carbone. Donc, au niveau de la captation du carbone par les plantes pérennes, ce n'est pas considéré dans notre modèle. Puis, on sait qu'on peut avoir de 0,4 à 0,7 tonnes de carbone d'accumuler si on a des plantes pérennes dans une rotation. Ceci dit, ça modifierait un petit peu nos résultats, mais ça ne changerait pas nos conclusions. L'ampleur de nos conclusions sont plus élevées que cette proportion-là. Aussi, on le sait, le maïs ensilage a un gros impact au niveau des champs. La santé des sols à long terme, on a considéré un effet rotation sur une rotation, mais on sait que si on fait des grandes cultures à répétition, on peut avoir un impact plus important là, sur la santé des sols. Puis, cette partie-là, on n'est pas capable de la modéliser actuellement. C'est quelque chose qu'on aimerait faire puis qu'on veut faire dans le futur, mais qui n'est pas considéré pour tout de suite. C'est que ça amène justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire cette problématique-là au niveau de la santé des sols. Je ne suis certainement pas la meilleure personne pour le faire. C'est que je vais passer la parole à Stéphanie qui va prendre le relais à partir de là. Merci, Edith. Donc là, je prends le contrôle de la présentation. Je vais changer. OK, c'est bon. Alors, justement, moi, je fais partie de l'équipe pour parler des bonnes pratiques. Excusez. Un instant. Là, je ne vois pas. Je vois juste mon visage. Je ne vois pas la présentation. Je ne sais pas si c'est possible de voir. OK, parfait. Merci beaucoup. Donc,
c'est ça, je fais partie de l'équipe pour vous parler des bonnes pratiques à intégrer dans la culture du maïs en silage. Alors, je vais voir quelques éléments avec vous ce matin. Les options pour couvrir les sols, qui est un point majeur, la fertilisation raisonnée. Yannick, Émilie en ont parlé pas mal tantôt au niveau des prairies. Il y a des points qui se retouchent et je vais parler de quelques points au niveau de la phytoprotection. Alors, pourquoi on parle des bonnes pratiques? Ben, c'est qu'on le sait, le maïs en silage, de par la façon dont on le produit, c'est-à-dire qu'on récolte à peu près toute la biomasse, laisse peu de résidus au sol, comme on peut voir ici sur la photo, ce qui augmente les risques d'érosion des sols. Quand on parle d'érosion des sols, on parle de perdre la meilleure partie du sol, c'est-à-dire la matière organique, les particules d'argile, donc les particules qui sont plus fines. Ça peut amener une perte de structure de sol. Perdre la structure des sols, bien, ça veut dire que les sols sont plus sensibles à la compaction. Ça peut amener une perte de porosité. Quand on perd de la porosité, bien, on perd de l'oxygène dans nos sols. Les micro-organismes sont comme nous, ils ont besoin d'oxygène pour bien fonctionner. Donc, ça a vraiment un impact sur la santé des sols et ça peut même amener une perte de productivité. Alors, on va voir ensemble des façons de faire pour justement faire en sorte que le système de production avec le maïs en silage là, reste en santé et reste résilient par rapport aux différents aux changements climatiques, entre autres. Donc, je vais commencer en vous parlant d'une première option que je trouve super intéressante, qui est le seigle d'automne fourragé. Il y a plusieurs avantages au seigle d'automne fourragé. Tout d'abord, le seigle est une culture vraiment intéressante pour mettre après du maïs en silage parce qu'il tolère des températures froides. On le sait, le seigle produit une biomasse racinaire et une biomasse foliaire intéressante. Ça peut donner un rendement fourragé de qualité qui varie entre 12 à 13 de protéines brutes. On peut aller chercher un 4 tonnes et demi à l'hectare. Également, ça produit des composés allélopathiques. Les composés allélopathiques, ce sont des substances chimiques qui vont soit empêcher les mauvaises herbes, les graines de mauvaises herbes de germer ou qui vont ralentir leur croissance. Fait que c'est un atout non négligeable. Ensuite de ça, ça recycle les éléments nutritifs du maïs, l'azote, entre autres, qui n'aurait pas été utilisé. Il y a une étude qui a démontré qu'il y avait 42 moins de pertes de nitrates dans l'environnement lorsqu'on intégrait une culture de couverture de seigle d'automne dans une rotation maïs-soya. Ensuite, grâce au seigle, ça permet d'augmenter la matière organique du sol et l'azote potentiellement minéralisable. Et il y a le grand avantage d'avoir une reprise rapide au printemps, ce qui nous permet de le récolter tôt. Ce qu'on recommande au niveau de la régie au champ, c'est de le semer à la mi-septembre pour le récolter en mai. Le taux de semis varie si on le fait à la volée ou au semoir. Au niveau de la fertilisation azotée, on recommande un 50 à 80 kg d'azote au printemps. Vous n'avez pas besoin d'en mettre à l'automne. Si vous avez du fumier, les besoins en phosphore et en potasse vont être comblés. Si vous fertilisez avec des engrais minéraux, on vous recommande de suivre la grille du CRAAC pour le blé d'automne parce qu'on n'a pas de grille au Québec pour le seigle d'automne. Maintenant, le stade de coupe est déterminant. On recommande de le récolter au stade de la sortie de la feuille de l'épi ou au tout début du stade gonflement. En Montérégie, on parle d'une récolte autour du 15-20 mai. Il faut savoir qu'à l'épiaison, la qualité, l'appétence, la prise alimentaire vont diminuer très rapidement. On va en fait observer une diminution de la protéine brute et une augmentation des fibres NDF. Il y a un projet qui a été fait dans les Laurentides où on a évalué une rotation maïs-soya et on a fait mettre dans la rotation des producteurs un seigle d'automne fourragé qui a été récolté au printemps suivant et on a suivi avec une culture de soya, ce qui est d'ailleurs très recommandé. Là, ça fonctionne très bien de faire une culture de soya. Et je vous présente les résultats de ce projet-là parce que le Club Conseil a fait une petite analyse économique, puis je trouvais ça intéressant de vous partager ces données-là. Donc, on voit la marge sur débours de la rotation maïs-soya, donc la rotation plus conventionnelle, et la marge sur débours en intégrant le seigle d'automne fourragé. Et en fait, on voit ça a procuré une marge sur débours de 26 plus élevée. Le conseiller a fait mention que les producteurs qui ont essayé la pratique l'ont adopté, puis ça avait même fait un peu boule de neige dans sa région.
Il y a d'autres options pour couvrir les sols, mis à part le seigle fourragé qu'on récolterait. Avant de vous présenter certaines options, je veux vous dire que idéalement, il faudrait les semer, ces cultures-là, pour qu'elles aient un départ rapide, parce qu'on veut profiter des derniers jours de la saison, de culture. Et évidemment, on fait le choix des espèces en fonction de la date de récolte. Donc, je vous donne quelques idées. Je vous invite d'ailleurs à être créatif et à faire des essais sur vos fermes. Il y a une effervescence au niveau des cultures de couverture. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais c'est juste pour vous, c'est ça, pour vous donner des idées ce matin. Donc, on pourrait y aller avec un mélange de seigle d'automne avec un pois d'hiver. Le pois d'hiver va pousser plus longtemps lors de températures fraîches ou encore un seigle d'automne avec une veste velue. Et on pourrait y aller avec des espèces seules comme le seigle d'automne ou encore l'avoine. L'avoine, si par chance on a un automne chaud, elle peut produire des biomasses foliaires assez importantes. Donc, c'est important justement de penser comment on va gérer cette biomasse-là pour éviter en fait des problèmes au semis au printemps suivant. Ensuite de ça, les cultures intercalaires. Les cultures intercalaires, l'avantage, c'est qu'on les implante dans l'entre-rang du maïs. Donc, quand on récolte le maïs, elles sont déjà là, puis elles continuent à pousser. Donc, c'est un gros avantage. On doit considérer les éléments suivants. Donc, pensez aux herbicides que vous allez appliquer dans votre maïs pour pas qu'il y ait de phytotoxicité sur la culture de couverture. Il faut penser à l'hybride de maïs aussi. Les hybrides d'œufs ont plus de feuilles et parfois le succès de la culture intercalaire est plus mitigé. Il y a trop d'ombre au niveau du sol. Le mode de semis aussi, est-ce que vous allez semer à la volée? À ce moment-là, vous allez être plus tributaire des précipitations. On recommande quand même de l'incorporer, la semence, si c'est fait à la volée. Si c'est au semis, comme on voit à l'écran, la photo, bien, c'est sûr que le succès est plus assuré. Le stade optimal pour les semis, ces cultures intercalaires-là, c'est au stade de V2 à V6, donc 4 à 8 feuilles. Et également, bien, si vous laissez le couvert à l'automne, bien, planifiez la gestion des résidus au printemps suivant. Donc, il faut vraiment voir le système dans son ensemble. Je vous présente quelques options de culture intercalaire. Encore là, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. On pourrait y aller avec le mélange de radis, régras, trèfle incarnat, qui est un mélange assez populaire. Également, les producteurs biologiques utilisent le trèfle rouge 2 coupes, ce que je considère très intéressant pour un apport d'azote. On pourrait le mélanger avec le régras, le trèfle rouge 2 coupes. Ça pourrait aussi être un trèfle incarnat avec un régras. Et ces mêmes espèces-là pourraient être semées seules. Par contre, quand on sème une espèce unique, bien, si la saison de culture est moins adaptée à cette espèce-là, le fait d'avoir un mélange, par exemple, bien, ça permet finalement peut-être de favoriser une espèce au détriment de l'autre si elle est moins favorisée par la saison. Et je fais un petit clin d'œil au Club agro-environnemental de l'Estrie qui ont des producteurs, en fait, qui font pâturer les cultures intercalaires à l'automne après la récolte du maïs en silage. Fait que ça aussi, je pense que c'est une option peut-être qui pourrait être intéressante pour certaines entreprises. Et évidemment, bien, vous avez un épandage de fumier gratuit, puis vos sols sont protégés. Maintenant, on va parler de fertilisation raisonnée. On va parler de fertilisation azotée. Je vais m'attarder seulement qu'à l'azote. Alors, la recommandation au niveau de l'azote pour le maïs en silage, c'est de 120 à 170 unités d'azote à l'hectare. En fait, on a différentes sources d'azote. L'engrais minéral pour les producteurs conventionnels. Il faut se rappeler qu'en moyenne, seulement que la moitié de l'azote des engrais minéraux est absorbée par le maïs. La balance va être soit immobilisée dans le sol ou encore perdue via du lessivage ou de la dénitrification. La balance de l'azote provient des engrais organiques, on l'a bien vu tantôt, c'est une source importante d'azote, du précédent cultural ou encore du sol via la minéralisation de la matière organique, entre autres. Ça m'amène à vous parler de la dose économique optimale d'azote, qui est la dose d'azote au-delà de laquelle le coût de l'azote n'est pas remboursé par le rendement de la culture, par le rendement des cultures. La dose économique, en fait, c'est calculé en tenant compte du coût de l'azote et du prix de vente net de la récolte, qui tient compte du rendement et du coût de la récolte. Et
comme le démontre en fait ce graphique-ci, où on présente 347 essais qui ont été réalisés au Québec. Les données ont été compilées par Gilles Tremblay de 1997 à 2017. Chaque point vert représente un essai sur une ferme qui a été faite. Donc, on voit la dose économique d'azote en fonction du rendement. Donc, on voit que, dépendamment des entreprises, il y a des systèmes qui sont très efficaces, très performants, où le sol fournit beaucoup d'azote versus des entreprises où les sols sont peut-être moins en santé. Oups. Donc, par exemple, ici, les 5 points rouges, en fait, c'est des sites dans lesquels on est allé chercher à peu près un 15 tonnes à l'hectare. Mais on voit que la flèche noire présentement pointe un site où, avec 50 unités d'azote, c'était la dose économique optimale pour aller chercher un 15 tonnes à l'hectare, tandis que la flèche jaune, sur ce site-là, la dose économique optimale était de 250 pour le même rendement. Alors, pourquoi c'est si variable que ça? Bien, il y a beaucoup de facteurs qui influencent la fourniture d'azote. Puis ça, on parle souvent de santé des sols, mais c'est relié à justement différents facteurs comme la température, l'humidité du sol, est-ce qu'il est drainé, est-ce qu'il n'est pas drainé, la texture du sol, la porosité du sol, le niveau de compaction du sol, le mode de travail, est-ce qu'on travaille beaucoup notre sol? Est-ce qu'on fait du semi-direct? Est-ce qu'on utilise des cultures de couverture? Quelles sont nos rotations? Est-ce qu'on a des fumiers dans notre rotation? Donc, c'est tous des éléments qui viennent faire varier la dose finalement économique d'azote optimale. Le crédit d'azote, en fait. Donc, c'est important de la connaître, la dose économique optimale pour le maïs, parce que lorsqu'on applique de l'azote en surplus, bien évidemment, ça augmente les pertes de risque dans l'environnement. Ça m'amène à vous parler d'une étude sur l'impact de la rotation sur la dose économique d'azote du maïs en silage puis la fertilité des sols. C'est une étude qui a été faite au Québec où on a comparé 4 systèmes de rotation, soit le maïs en silage en continu, le maïs en silage suivi de 2 années d'orge, 1 année de blé, le maïs en silage qui était suivi d'orge et 2 années de prairie et une prairie en continu. On a pris le bloc de terre, on l'a semé en maïs en silage et on a soumis ce maïs en silage-là à différentes doses d'azote pour voir l'effet des rotations sur la fertilité des sols, entre autres. Et ce qu'on a observé, c'est que l'azote fourni par le sol était très influencé par la rotation des cultures. Donc, on peut voir sur la ligne du bas, le maïs en silage qui a été semé sur la prairie en continu. Mais dans ce bloc-là, on avait 168 unités d'azote fournies par le sol. Si je compare à l'extrême, le maïs en silage sur le maïs en silage en continu, on avait 49 unités d'azote. Je vous laisse apprécier les autres données pendant que je continue. Le rendement du maïs aussi, le potentiel de rendement, regardez comment c'est intéressant. Le maïs en silage semé sur la prairie, on a en moyenne 14,1 tonnes à l'hectare en matière sèche versus le maïs en silage en continu, à l'extrême, à l'opposé, 9,67 tonnes à l'hectare. Donc, ça met vraiment l'emphase sur l'impact de la rotation sur la santé des sols. Dans le fond, moi, ça, je vois ça comme des indicateurs de santé des sols. Et évidemment, ça se traduit au niveau de la dose économique optimale qui est calculée en fonction du prix de l'azote et du prix des grains. Et pour moi, cette étude-là, en fait, ça démontre bien l'importance de la rotation des cultures, de conserver les plantes fourragères pour vraiment avoir une durabilité des systèmes agricoles. Et il y a d'autres études qui démontrent que des rotations de cultures font en sorte que les systèmes sont moins dépendants des intrants. Et on le voit bien dans ce cas-ci par rapport à la fertilisation, mais on peut penser aussi au niveau des pesticides. Maintenant, une autre étude que j'ai trouvée intéressante, c'est un projet qui a été fait en Chaudière-Appalaches au niveau de la réduction de la dose d'azote sur un maïs qui suivait une prairie. Alors, sur 14 sites qui ont été étudiés, on a démontré que sur un retour de prairie, la probabilité de réponse à un apport supplémentaire d'azote était presque inexistant. Il y avait seulement qu'un site qui répondait à l'azote. Les autres sites ne répondaient pas du tout à l'azote. Dans l'étude, on fait part que sur un retour de prairie, le maïs, qui est une culture qui aime beaucoup l'azote, qui
va capter les nitrates en excès et ça va permettre de réduire les émissions de N2O. Donc, c'est une bonne culture à mettre après une prairie. Edith l'a mentionné tantôt, le N2O, c'est un puissant gaz à effet de serre. 1 kg de N2O, ça égale à 310 kg de gaz carbonique. Pardon. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on doit utiliser une dose économique optimale dans le maïs parce que si on ne le fait pas, si on surfertilise notre maïs, le maïs ne va pas aller utiliser l'azote, tout l'azote du système. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va assister à des pertes au niveau des nitrates et au niveau des émissions de N2O. Alors, le défi qu'on a, dans le fond, c'est d'apporter suffisamment d'azote pour obtenir un rendement adéquat et minimiser les pertes dans l'environnement. Il y a des outils qui sont disponibles. Ces outils-là ne sont pas parfaits. Il n'y a pas d'outils parfaits. Par contre, ça peut donner une indication, ça peut permettre aux agronomes, aux producteurs de se valider les tests de nitrate en post-levée si l'engrais est mis est fractionné, bien, on peut aller voir s'il y a présence de nitrate. Ça va nous donner une idée de ce qu'il y a à ce moment-là. Les tests sur les tiges aussi. Et évidemment, bien, les essais à la ferme. Je pense que c'est super important de faire des essais à la ferme pour justement valider sur chacune des entreprises la réponse au maïs à l'azote. Et Émilie, tantôt, en parlait, en fait, laisser des témoins, soit avec un démarreur ou sans démarreur, puis vous pourriez être surpris de voir à quel point votre sol fournit de l'azote. Puis si votre sol ne fournit pas d'azote, bien peut-être qu'il faut voir si, justement, est-ce qu'il y a des pratiques culturelles à modifier sur l'entreprise. C'est un bon indicateur. Maintenant, on va regarder au niveau des bonnes pratiques en phytoprotection. Je ne peux pas passer tout l'ensemble des bonnes pratiques, mais j'en ai choisi 2. Mais avant tout ça, je veux vous dire que les bonnes pratiques en phytoprotection que je vous amène, en fait, c'est basé sur la lutte intégrée. Je veux juste vous faire un petit rappel. La lutte intégrée, en fait, c'est de la connaissance des ennemis des cultures, les modes de prévention, mettre en place les modes de prévention, faire des bons suivis au champ, faire un choix d'intervention et l'évaluation de ce qu'on a fait. Donc, je commence avec les traitements de semences insecticides. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de traitement de semences insecticides? C'est qu'au niveau du maïs, on le sait, au Québec, on n'a pas la donnée officielle, mais on sait que la majorité des superficies en maïs sont traitées avec des insecticides de semences. On a à peu près plus de néonicotinoïdes. Par contre, les néonicotinoïdes ont été remplacés par le groupe des diamides. En fait, le message que je veux vous passer aujourd'hui, c'est que idéalement, on utiliserait des traitements de semences insecticides lorsque nécessaire. Il y a une étude qui a été publiée en 2020 qui est basée sur plusieurs parcelles qui ont été faites au Québec, qui a démontré qu'il y avait seulement 5 des champs qui requièrent un traitement de semences insecticides. Je veux vous dire que par rapport aux ravageurs, on va dire les plus présents, soit les vers fil de fer et la mouche des semis, on connaît les facteurs de risque, on a des connaissances sur ces ravageurs-là. Les facteurs de risque sont à l'écran. C'est sûr que si vous avez déjà eu des historiques d'infestation, vous êtes plus à risque d'en avoir par la suite. Au niveau des vers fil de fer, les précédents culturaux sont importants. Précédent cultural de céréales ou si vous faites du maïs plus de 2 ans en continu ou des prairies de graminées, c'est plus à risque. Les sols organiques aussi, les sols légers. Au niveau de la mouche des semis, l'émergente lente du maïs, c'est plus problématique. Et le point important, c'est l'incorporation de fumier, d'engrais verts ou de mauvaises herbes quelques jours avant le semis. C'est possible de dépister les vers fil de fer. On a un seuil qui a été établi pour le Québec qui est de 3 vers fil de fer par piège. Et encore là, je pense que pour vous sécuriser en tant que producteur ou pour les conseillers, avoir des données à la ferme, les parcelles à la ferme sont intéressantes à faire pour comparer, traiter, pas traiter, puis faire des évaluations de levée. Puis souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, oui, il y a des problèmes de levée, mais rarement, ils sont dus à des problèmes d'insectes de sol. Mon dernier point, c'est la fusariose de l'épi. Pourquoi je vous parle de fusariose de l'épi? C'est qu'on sait que la fusariose, en fait, c'est la maladie des épis la plus commune au Québec et elle peut
Elle peut produire des mycotoxines. Ce champignon-là peut produire des mycotoxines. On sait qu'il y a des problèmes là, de santé des animaux. On entend parler que sur certaines entreprises, il y a des problèmes de mycotoxines. C'est une maladie qui est complexe. Il y a des méthodes préventives, encore une fois, qui peuvent être mises en place, comme la rotation des cultures. Si vous avez des problèmes de fusariose sur l'entreprise, dans quelques champs, on recommande d'espacer la rotation avec des graminées de 2-3 années. C'est sûr que quand le maïs revient souvent dans la rotation, bien, ça se peut qu'on ait plus de problèmes de fusariose. Ensuite de ça, bien gérer les résidus. Le champignon survit sur les résidus de culture. Donc, si on a des problèmes, ça peut être une idée là, de faire un travail de sol. La fertilisation adéquate, c'est important parce que quand on surfertilise le maïs, on risque d'avoir plus de fusariose, c'est documenté. J'ai souligné la sélection de l'hybride, c'est un point très important parce que d'une variété à l'autre, il y a des différences au niveau de la tolérance. Donc, c'est un point majeur. Puis, je vous invite à faire du dépistage à l'automne des symptômes. Ce n'est pas nécessaire, c'est pas parce qu'il y a des symptômes qu'il va y avoir des mycotoxines, mais ça peut vous donner une idée à savoir est-ce que certains hybrides sont plus sensibles que d'autres. Excusez-moi. OK, merci. J'avais perdu mon écran. Ensuite, la conservation adéquate de l'ensilage. Je veux vous parler quand même des fongicides foliaires. Il y a des études qui ont été faites. Il y a très peu d'études qui sont faites par ailleurs dans le maïs en silage. Donc, l'étude ici que je vous parle, ça a été faite au Québec dans le maïs grain, mais quand on regarde les résultats, c'est pas mal, ça ressemble pas mal à ça, autant aux États-Unis. On a noté une augmentation significative du rendement du maïs une année sur 3. Et par contre, les traitements, même s'il y avait une augmentation significative du rendement, les traitements n'étaient pas rentables. On note un impact variable sur la qualité du maïs. Alors, ce n'est pas parce que vous mettez un fongicide que vous allez nécessairement améliorer la qualité du maïs. Et un des points importants qui a été documenté par un projet du groupe Pleine Terre, qui a eu lieu pendant 3 ans en Montérégie, c'est la qualité de la pulvérisation. Dans ce projet-là, les fongicides foliaires étaient mis avec des automotrices et on a réalisé que les produits sont mis au stade de la sortie des soies, que les soies étaient à peu près pas touchées par les produits. Donc, c'est pas mal la base quand on met des fongicides. Fait que je vous invite quand même à être sensible à ça. Et je veux quand même vous rappeler que c'est une maladie compliquée. Et oui, peut-être que dans certains cas, dans un cas où on aurait une pression de maladie importante, où on aurait un cultivar sensible, où les conditions météorologiques seraient favorables au développement de la maladie, ça se pourrait qu'on ait besoin de mettre le fongicide, mais il ne faut pas baser notre stratégie de lutte sur l'utilisation de fongicides de façon systémique. Il y a des façons de faire, des méthodes préventives qui, je crois, peuvent aider. Donc, sur ça, je céderai maintenant la parole à Stéphane qui va vous parler de son entreprise agricole et qui va nous dire ce qu'il fait comme bonne pratique sur sa ferme. Merci Stéphanie. On m'entend bien? Oui. Alors, je souhaite dire bonjour à tout le monde, mes collègues producteurs, tous ceux qui travaillent au niveau de l'agronomie, ceux qui sont spécialistes ici. Je suis loin d'être un spécialiste, mais je fais de mon mieux, si on peut dire, comme producteur. Je fais un peu une mise en contexte. Je voudrais aussi dire bonjour à Alphonse. C'est bien important. Des gens comme Alphonse Pittet qui siègent comme président des plantes fourragères. Si on en prend des gens comme ça, des producteurs qui puissent s'occuper de faire en sorte que ces organismes-là aillent de l'avant et qu'on découvre des choses à travers l'avenir. Je suis rendu ici. Je dois dire aussi merci à Martin Caron parce qu'à un moment donné, il m'a appelé et il dit « Voudrais-tu siéger sur le comité? » J'ai dit « Oui, ça m'intéresse. » Puis finalement, savez-vous, j'apprends beaucoup de choses. C'est ça qui est important. Je ne suis peut-être pas un très bon présentateur, mais je peux tenter d'être un bon influenceur au niveau de mes producteurs. Là, je vais passer à l'autre. Pourquoi Stépido? OK. Pourquoi Stépido, j'ai fait vite fait, là? C'est
petits-fils, on était 3 jeunes petits-fils. On était Stéphane, Pierre, Dominique. Puis mon grand-père il a dit que ça serait un bon nom, Ferme Stépido. Aujourd'hui, on est rendu avec... moi, je suis propriétaire, mon fils et ma femme, Pamela. À Luxville. C'était important que je mette la carte là parce que quelque chose qui a changé vraiment, puis ma mentalité depuis les derniers 30 ans, c'est que ceux qui connaissent la région de l'Outaouais, on a la rivière, puis on a la montagne. Puis souvent, nous autres, on était déficitaires en eau. Fait que ça nous occasionnait à se poser des questions, puis on a toujours priorisé les plantes qui sont vraiment durabilité au niveau de la sécheresse. Et puis, on a beaucoup de pluie. On perd la neige 2-3 fois dans l'hiver en temps normal. Fait que c'est souvent la rivière qui fait ça. Un peu microclimat aussi. J'ai indiqué, on est peut-être dans les unités thermiques là, de 2650. Merci. Fait que la ferme, au début, c'est sûr, là, c'était 200 acres avec encore à peu près 40 vaches à lait, à peu près 80 têtes. Mes passions au départ, c'est sûr que c'était la Holstein. Vous l'avez mentionné lors de la présentation, la Holstein, mais c'était les animaux, c'est normal. J'étais axé sur les animaux. Mais avec le temps, ça tourne tout seul, ça? Non, c'est moi qui pèse dessus? Ah oui? Bon, tout retourne en arrière. Avec le temps, c'est sûr, là, la passion évolue. Ah, OK, c'est pour ça, là. Je vais me réaligner. Avec le temps, c'est pour ça que mes premières années, c'était la Holstein. Ensuite de ça, là, je me suis aperçu que mes vaches, il faut que qu'elles soient bien alimentées. Fait que là, je me suis viré vers les vers de terre, puis les conservations des sols. Et puis aujourd'hui, c'est normal. Comme grands-parents, c'est les petits-enfants qui sont bien importants. Puis qu'est-ce qu'on va léguer aux suivants, puis la durabilité. Fait que c'est un travail de tous les jours. Et puis, c'est un mélange de connaissances. Je pense que tout le monde a une mission, une vision. Moi, chez nous, à la ferme, vous voyez les actionnaires avec la petite famille qui était à ce moment-là, les photos que j'ai pu avoir, là, parce que la présentation était faite dans le temps des fêtes, puis des fois, quand on ne sait pas d'avance, on prend ce qu'on a. Mais c'est de s'adapter, s'améliorer, s'épanouir, puis ça, c'est dans le temps. Puis on fait Step I Do, ça veut dire en anglais, c'est Step I Do, c'est le non Stépido, mais c'est oui, je le fais. Ça veut dire, autrement dit, on passe à d'autres choses. Présentement, on est à peu près à 60 vaches en lactation, une centaine de têtes, comme on dit. Les ressources humaines, 2 temps plein, 2 temps partiels. On est rendu à 1700 arbres culture. Au début, on était à 200. Il y a un quota de proximité au niveau des poules. Et puis, un démarrage de publicitaire, ça, c'est quand je vais être à ma retraite. Mais je vais peut-être faire un peu du coq à l'âne là, dans ma présentation, mais c'est ça, j'ai dit. Faire une visite de ferme de 30 ans en 10 minutes, c'est assez rapide là, comme explication. Au début, c'est ça, vous avez vu la carte. Nous autres, chez nous, c'était le changement climatique. On voyait déjà là, au niveau des... On voit des photos là, le printemps passé où la sécheresse a affecté pas mal tout le monde au Québec, mais nous autres, on a été touchés aussi. On est en semi-direct depuis, tout était pratiquement en semi-direct depuis, je dirais, 15 ans. Et puis, on a adapté. Il y a des choses que j'ai réalisées en semi-direct. Au début, c'était de faire des essais sans trop dépenser de la grosse argent et risquer trop. C'est qu'on a commencé avec un sommoir. Ensuite de ça, on a réalisé que j'avais eu un printemps chaud. L'année d'ensuite, c'était un printemps frais. Fait que j'avais fait du maïs. J'ai eu des problématiques. Fait que là, on a commencé par s'équiper de trouver un moyen de réchauffer notre sol le printemps. Ensuite de ça, c'était d'aller placer nos engrais à la bonne place parce que moi, les engrais, j'aime pas ça les voir sur la terre. J'aime bien ça les voir dans la terre personnellement. Fait que ça a quand même stabilisé en ayant trouvé régler ces 3 choses-là. Après ça, on a changé quand même, on a amélioré des pratiques. Et puis là, c'est sûr qu'on est rendu ailleurs. Mais l'important dans ça, c'était de vraiment, vous voyez, là, on a des coups d'eau, on a des coups de sécheresse, on a des coups d'eau. Fait qu'on travaille avec ça pour stabiliser un peu les choses qu'on fait à la ferme. Là, c'est un petit peu loin. C'est pour ça que j'ai la misère à voir avec mes lunettes. OK. OK, je le vois. OK, excuse-moi.
Je vois l'écran et les lumières aussi. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, la rotation. Les rotations, là, maïs grain, on a de l'ensilage à travers ça, il y a du soya, les petits grains céréales de plus en plus qu'on implante pour justement, on voit qu'il y a une amélioration au niveau quand on revient en maïs ou en soya. Il y a un peu de foin de légumineuse. Puis le pourquoi, c'est parce que quand j'ai commencé, j'avais 200 acres, c'était pratiquement tout en foin. Et puis, il y a une année, je me suis levé un printemps, il y avait 3/4 des luzernes étaient gelées. Là, c'est là qu'on a relancé le maïs en silage. Et puis là, ça a fait en sorte qu'on a parti dans la grande culture. Fait que c'est des hasards qui arrivent dans la vie, mais tu t'ajustes, puis tu t'adaptes. Puis aujourd'hui, on essaie encore de faire la même chose avec le temps. Fait que c'est ça. Au niveau des rotations, une année, les rotations, là, c'est une année. C'est rare que ça se répète, là. C'est vraiment, si ça répète des choses, c'est parce qu'il y a des corrections ou des... oui, c'est ça. Fait que... Bon. Pourquoi l'ensilage de maïs? Bien, ça a été une décision, là, comme j'ai dit, à force d'un peu voyager, visiter d'autres fermes, on a une réalité, là, puis ça, je dis, les réalités ne sont pas bonnes pour peut-être tout le monde, mais vu le gel, vu... c'est une plante qui s'adapte assez bien, le maïs, qui permet d'avoir une stabilité au niveau du rendement. C'est sûr que c'est appétant. Une question de temps aussi. Je pense Edith le dit, une question de temps qu'on sauve, puis le risque du rendement, puis la facilité un peu. Fait que c'est pour ça. Puis on est peut-être rendu, nous autres, c'est quand même mon fils qui s'occupe de la régie du troupeau. Et puis on est rendu à une 30aine de kilos dans la ration. Et puis on a beaucoup, vu qu'on fait des grains, on a beaucoup aussi de paille. Et puis on a de la luzerne un peu, mais on fait une ration avec du maïs en silage, de la paille, de la luzerne, et puis les suppléments qu'il faut acheter, ça c'est sûr. Puis beaucoup de vaches taries qui sont, là, ça vient de l'Ontario, beaucoup de vaches taries avec le maïs en silage puis de la paille, qui semblent avoir une meilleure transition là, depuis 6 mois qu'on essaie ça. Ça, c'est au niveau du troupeau, là. C'est sûr, quand je l'ai dit au début, quand tu viens faire des changements majeurs, les équipements, les coûts, j'ai parti avec un sommoir à acheter en Cuma, et puis là, on a réalisé des tests, puis là, ça fonctionnait bien dans le soya. Ensuite de ça, on a fait du blé sur le gel. On est chanceux chez nous, je dis, une réalité. La neige part de bonne heure, fait qu'on fait des semis de blé sur le gel. Là, puis comme je dis, c'est toujours une question de ressources humaines aussi pour sauver du temps. Et puis... je me reviens là. Et puis, c'est bien important les résultats pour avoir une appétence, là, et puis toujours avoir créé des bons ratios au niveau de notre lait aussi, au niveau ratio gras-protéines. Moi, les plantes fourragères, là, parce que le temps avance vite, les plantes fourragères, on les voit aujourd'hui, puis c'est un peu, comme je disais au début, le comité fourragère, ça m'a ouvert les yeux. On faisait déjà des choses, mais de plus en plus, nos vers, en quelque part, on trouvait qu'on les alimentait pas assez. Fait que là, on a dit qu'il faut trouver un moyen pour alimenter nos vers. Après 10 ans, on voit que après 2 semaines d'un battage de soya, tout est rapaillé, il n'y a plus rien à manger. Fait que là, on dit qu'il faut trouver des moyens pour être capable de les alimenter le printemps d'ensuite. Fait qu'on c'est là qu'on a commencé à implanter des plantes fourragères. Là, je dirais vite fait, là, il y a du seigle, il y a du riz gras, il y a de la moutarde, il y a du radis et puis de l'intercalaire. Là, on a essayé ça, mais on a réalisé que dans certains types de sols, puis dépendamment de la saison, on le fait ou on ne le fait pas, c'est dépendamment de la sécheresse. Puis vu que c'est de l'argile, on a essayé à voler à l'argile, ça ne fonctionnait pas trop bien non plus. Alors, on l'a fait. Puis là, ça prendrait peut-être des équipements, puis c'est ça qu'on regarde en ce moment. On a passé peut-être l'hiver à regarder toutes sortes de vidéos de toutes sortes d'équipements, qu'est-ce qui se fait en Europe, qu'est-ce qui se fait ici, puis pour être capable de savoir où un peu investir. Là. Mais c'est vraiment quelque chose, les plantes florales, je les vois comme protéger, filtrer l'eau, et puis... un peu dans ça. Puis je suis content parce que mon fils est très sensible aussi à ce qu'on fait à la ferme. Il est président d'ALUS, ceux qui connaissent ça, dans l'Outaouais, fait que bien conscient des bandes riveraines. Fait que nous autres, les plantes fourragères, oui, c'est important pour le troupeau, dans une certaine mesure, mais on le voit beaucoup plus pour les questions des conservations des sols. Puis je pense que c'est là qu'il y a beaucoup d'avenir pour les plantes fourragères
Puis c'est de trouver, idéalement, ce serait de trouver là, une plante qui peut pousser entre nos plantes de maïs, soya, qui ne viennent pas trop longues, qu'on peut laisser en place, puis qu'on peut travailler au niveau des... avoir des innovations à ce niveau-là. Une conclusion, ma conclusion est peut-être un peu plus philosophe. Comme j'ai dit, mes passions, c'était les vaches, les vers. Aujourd'hui, c'est mes petites filles, puis en quelque part, je vois là-dedans que on fait ça, pourquoi? Parce qu'on fait ça parce qu'on a à cœur la terre, on a à cœur nos fermes, on a à cœur notre monde. Puis dans chaque... Je faisais un petit peu, là, dans chaque graine, il y a toute la génétique qu'il faut. Mais l'important, c'est l'environnement qu'on y donne. Fait que c'est autant important pour nos enfants que pour nos plantes. Il y a des fois, c'est sûr, quand tu fais du semi-direct, tu plantes un grain, tu plantes une semence, tu te dis, mon Dieu, elle va-tu venir à bout de passer à travers tout ce qu'elle a passé à travers, les résidus, tout ça. Mais on est souvent surpris. Puis c'est sûr que quand tu as un voisin qui fait un conventionnel, tu te dis, oh mon Dieu, lui, c'est beau 2 semaines après, mais toi, ça te prend un peu 2-3 semaines de plus. Fait que c'est dans ce sens-là que je pense que mes petites filles, puis je le dis en même temps en finissant, c'est que le vert, qu'est-ce qui est le fun, c'est que le vert, c'est une couleur qui s'agence avec tout. Fait que j'ai trouvé cette photo-là, je trouvais qu'elle disait beaucoup. Puis c'est ma fierté, fait que c'est notre fierté, la ferme. Fait que je ne veux pas aller plus loin que ça, mais si jamais il y a des questions, ça me fait plaisir. Mais comme je vous ai dit, pour faire des changements, il faut avoir quelque chose à cœur. C'est sûr, puis on est passionné. Puis hier, je l'ai répété, j'étais au sommet agro-environnemental. Et puis ceux qui comprennent, on est des tripeux. L'hiver, c'est moins tripeux parce qu'on ne voit pas à terre, mais quand c'est le printemps à prendre, on est des tripeux de façons de faire, puis de trouver des façons de faire. Puis j'encourage les producteurs. Puis pour ça, j'ai dit merci à Martin parce que l'important, c'est d'avoir des gens, producteurs, qui se présentent et qui fassent des témoignages pour influencer, pour faire un changement puis qu'on avance dans ça tous ensemble. Fait que ça se termine là-dessus. Merci beaucoup. Je voulais dire merci à Edith puis à Stéphanie là, qui m'ont permis de travailler ça avec eux autres. Puis j'ai appris à les connaître aussi, puis c'est bien le fun.